Avant de montrer les caractéristiques principales de l'Alhambra de l'époque musulmane, je me propose, d'abord, de replacer ce monument dans le cadre historique de son époque. Depuis 711, une grande partie de l'Espagne est dominée par des souverains musulmans. Cependant, à partir du nord de la péninsule, de petits États chrétiens entamèrent la reconquête des territoires perdus. Au milieu du XIIe siècle, l'avancée chrétienne en Espagne est telle que les royaumes musulmans d'Al-Andalus avaient appelé, à l'aide, une confédération politico-religieuse de tribus berbères unifiées du Maghreb, les Almohades. Ceux-ci, à partir de 1147, réussirent à réunifier la partie sud-est de l'Espagne sous leur férule. Pourtant, la domination des Almohades fut remise en question après leur défaite à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212. Affaiblis, les califes almohades ne purent empêcher des révoltes locales contre leur autorité. Il se créa alors, à nouveau, de petits États rivaux, appelés taïfas, qui, peu à peu, réduisirent la domination almohade à rien. Ce fractionnement favorisa la poursuite de la conquête chrétienne. Ainsi, le roi Ferdinand III de Castille décida, en 1236, de s'emparer de l'émirat de Cordoue et de sa capitale. C'est à cette époque qu'un des chefs insurgés contre les Almohades, Mohamed Ben Nazar, tenta sa chance afin de se tailler un royaume. Il s'était constitué, d'abord, un petit État à Arjuna, en 1232, sous la vassalité de l'émir de Cordoue. Mais, quand Ferdinand III attaqua Cordoue en 1236, il se soumit à lui, devint son vassal pour les territoires qu'il contrôlait, et l'aida à s'emparer de cette cité. En échange, Ferdinand III le laissa s'emparer de Malaga et de Grenade, dont il devint émir en 1238. C'est donc grâce à l'appui d'un roi chrétien, que le musulman Mohamed Ben Nazar put se créer un État, qui prit le qualificatif de royaume de Grenade. Mohamed Ben Nazar réussit ensuite à s'emparer de la région d'Almeria, tandis que les rois de Castille parachevaient la reconquête, en s'emparant de Séville en 1248, et en imposant leur vassalité au royaume de Murcie. Le royaume de Grenade dura jusqu'en 1492, et resta gouverné par les descendants de Mohamed Ben Nazar, les Nasrides. Sa longévité peut paraître étonnante. Elle est due, selon moi, à deux facteurs. D'abord, la Castille dut faire face à de nombreuses révoltes des Mozarabes, ces musulmans sous le joug chrétien, puis à des conflits dynastiques et à des guerres avec le royaume d'Aragon, ce qui limita ses ambitions territoriales. Ensuite et surtout, les souverains nasrides restèrent globalement fidèles au roi castillan, payant le tribut et tentant d'établir de bonnes relations avec eux. Ce fut, en particulier, le cas avec Pierre, dit le Cruel, roi de Castille de 1350 à 1369, qui se fit construire un palais à Séville, imité des constructions nasrides. Pendant ces 250 ans que dura le royaume de Grenade, les souverains eurent le temps d'édifier cette merveille qu'est l'Alhambra. L'Alhambra est construit sur un promontoire rocheux bordé de profondes dépressions adossées au versant de la montagne. Antérieurement aux Nasrides, sur la partie dominant la ville de Grenade, avait été construit un fort, appelé Al-Kazaba. Les Nasrides renforcèrent le fort primitif puis ceignirent le promontoire d'un puissant rempart à l'intérieur duquel, ils créèrent leur palais, ainsi que des mosquées et des habitations pour les nobles de leur cour,
et pour les artisans et serviteurs à leur service. Lorsqu'on visite l'Alhambra Nasrid, on se trouve confronté à un contraste surprenant entre la sobriété de l'aspect externe des constructions, de couleur rouge, sans décoration, consacrées uniquement aux activités militaires et défensives, et le raffinement interne de la décoration des salles d'habitation et des patios. Il suffit de franchir une porte d'entrée d'un de ces palais, pour passer, sans pratiquement de transition, d'un monde à l'autre. Au cours de cette vidéo, je me propose d'illustrer ce contraste, d'abord, en montrant quelques aspects des remparts qui sont construits, en pisé selon le procédé du tapial. On monte d'abord un coffrage de bois, puis on le remplit, en plusieurs étapes, d'un mélange de terre, de sable ou de gravier et d'argile crue malaxée et compactée au moyen d'un pilon. Autant l'aspect extérieur paraît austère, autant l'intérieur du palais témoigne d'un extrême raffinement. Ce raffinement procède de deux objectifs. Il s'agit d'abord d'impressionner le visiteur venu quémander une faveur au sultan, et de montrer à un ambassadeur étranger la richesse de la dynastie. Cet objectif n'est, selon moi, que secondaire. Les souverains nasrides eurent l'ambition, dans leur palais, d'élaborer une ambiance spiritualisée selon les concepts de l'islam. Il convient, à cet égard, de se remémorer ce qu'indique le Coran, dans la sourate 9, verset 72, à propos du paradis. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et des palais pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est par référence à cette promesse divine, que les palais nasrides associent les trois éléments fondamentaux du paradis d'Allah, l'eau en ruisseau et en fontaine, les jardins luxuriants où se mélangent les arbres fruitiers, les herbes aromatiques ainsi que les légumes, et les palais artistiquement décorés. Le but des palais et jardins nasrides de l'Alhambra est donc de donner, à ceux qui les habitent, un avant-goût du paradis. C'est en ayant en tête ces caractéristiques, qu'il convient de visiter ces palais en parcourant, en photo, d'abord le patio des Myrtes puis le patio des Lions.
quand on se promène dans les parties préservées des palais nasrides, on ne se rend pas compte d'une étonnante caractéristique. Le décor raffiné observé a été réalisé, essentiellement, au moyen de matériaux simples, trouvés localement, et peu coûteux, pisé, plâtre, céramique, pierre, briques, bois. En ce qui concerne l'ossature de ces palais, il est possible de la voir, en sortant de la cour des Lions, dans cette tour. Cette tour possède 3 niveaux. La partie basse comporte un mur à parements de briques, et une porte en forme d'arc outrepassé, en fer à cheval, construite en briques posées de champ. Cet arc est encadré dans une forme architecturale carrée appelée alphise, qui renforce la structure, et permet de supporter le poids des étages supérieurs. Au-dessus, on aperçoit nettement le pisé qui compose les murs. La partie supérieure est à nouveau en briques, et comporte 3 fenêtres en plein cintre. À l'intérieur de cette tour, est bien visible, la méthode du tapial, employée pour ériger les murs. On voit, à la fois, les couches horizontales successives de pisé, et les raccords verticaux dus au déplacement des planches de coffrage. La partie supérieure, en briques, comporte une coupole. La photo révèle bien la manière dont on passe du plan carré de la tour, au plan circulaire de la coupole. Dans un premier temps, on construit, au-dessus des fenêtres, une série d'arcades créant une étoile à 8 branches. 4 arcades sont érigées, au centre des murs, 4 sont édifiées sur des trompes, et correspondent à 2 fenêtres de coin. Le motif des étoiles à 8 branches se retrouve partout dans le palais. Il correspond, entre autres, aux 8 portes du paradis. Sur les arcades ainsi construites, il est alors possible de bâtir la coupole circulaire. Il est évident que les murs de pisé, et les squelettes des arcades de briques, des portes et des coupoles devaient être masqués. Pour cela, les artistes au service du sultan firent œuvre d'une extrême ingéniosité. Les arcades outrepassées et les alphises de briques et de pisé ont été entièrement recouverts d'un décor de plâtre ou de stuc. Les arcs outrepassés ont été habillés d'une ciselure à base de demi-cercles, tous semblables, qui créent des formes légèrement polylobées. Les coins sont, situés entre l'arc outrepassé et l'encadrement carré de l'alphise, est orné d'entrelacs courbes, qui évoquent des fleurs stylisées. Quant à l'alphise, il est décoré d'une répétition de motifs calligraphiques signifiant « Il n'y a d'autre vainqueur que Dieu ». Cette phrase, reprise de l'inscription d'un étendard almohade, fut choisie comme emblème par Mohamed al-Nazar, le fondateur du royaume de Grenade. Ce dualisme, arc outrepassé à alphise, se retrouve dans tout le palais, et en particulier dans les colonnades entourant les patios. L'allée Coinson prend de l'ampleur, et se mue en un ensemble décoratif à part entière. Il se compose généralement d'une succession d'ornements géométriques en losange droit ou à arabesque, enserrant des motifs floraux stylisés. Ces motifs sont obtenus, soit au moyen de ciselures effectuées une fois le plâtre sec, soit, plutôt, grâce à l'utilisation de moules appliqués sur le plâtre encore humide, et retouchés ensuite. Sur cette photo, les alphys sont décorés d'ornements floraux mais aussi d'une frise calligraphiée en écriture koufique. Enfin, au-dessus, on retrouve l'emblème des Nasrides sous forme de cartouches calligraphiées en écriture cursive maghrebi. Les colonnes comportent un fût particulièrement fin, ce qui s'explique du fait qu'elles ne sont, pour la plupart,
que décorative et non porteuse. Elle participe à l'impression d'éphémérité de la construction, puisque, pour les musulmans, seul Dieu est éternel. Ces colonnes correspondent aux retombées des alphys. Elles sont décorées d'anneaux à la partie supérieure. Elles sont surmontées de chapiteaux doubles, comportant une partie basse simplement ornée de stries verticales, et un prisme à base arrondie, enserrant des entrelacs floraux. En ce qui concerne les murs des palais, ils sont ornementés de deux manières, au moyen de carreaux de céramique, et avec des formes géométriques de plâtre ou de stuc. Entre ces parties décorées, de grands espaces blancs furent laissés tels quels, afin de mettre en valeur la partie ornementale. La céramique, appelée azuleros, fut utilisée pour recouvrir la base des murs. Le décor est composé de tesselles, moulées ou découpées, à partir de formes carrées. La première photo montre des carreaux posés en diagonale, séparés par des étoiles à 8 branches. Sur la deuxième photo, on retrouve les étoiles à 8 branches, formant le centre de fleurs, entouré de 8 pétales de carreaux polygonaux. Entre les grosses fleurs, d'autres fleurs, plus petites, à 4 pétales font que le panneau est complètement décoré. Partout dans le palais, on trouve ce type répétitif de motifs géométriques ou floraux, composés avec une étonnante rigueur mathématique. En ce qui concerne les murs en plâtre ou en stuc, on retrouve les mêmes motifs que ceux déjà décrits dans les écoinçons. C'est le cas, sur cette photo, des murs encadrant les fenêtres de la salle des ambassadeurs, avec des losanges à arabesques et des frises calligraphiées. Dans la même salle, ce motif d'un mur de coin comporte des motifs en losange, pourvu d'un décor centré calligraphié, toujours pourvu de sa peinture. La partie haute de la salle des ambassadeurs est décorée d'un entrelac de lignes, s'organisant autour d'étoiles à 12 branches, formant des fleurs, qui se poursuivent pour constituer des motifs hexagonaux imbriqués, se reliant ensuite aux fleurs voisines. Cette frise est encadrée de cartouches calligraphiées en écriture maghrebi et koufique qui ressortent sur un fond ocre floral. Cet autre panneau sculpté montre une succession d'hexagones floraux, tantôt incisés, tantôt en relief. On peut aussi trouver des panneaux, purement floraux, comme celui présenté sur la photo, dont les motifs répétitifs sont lisses et clairs pour les uns, et striés et ocre pour les autres. Comme le montrent les photos qui suivent, la combinaison des différents éléments précédemment décrits permet une quasi-infinité d'agencements qui accrochent le regard à chaque pas. Selon moi, la beauté de tous ces panneaux sculptés montre, à la fois, la simplicité de base des motifs se répétant selon des règles mathématiques, et l'extraordinaire technicité des artisans ayant présidé à leur élaboration. Une autre forme ornementale, que l'on trouve dans tout le palais, est celle des muqarnas. Ces décors sont utilisés pour masquer, à l'origine, les trompes permettant de passer, du plan carré, au plan hexagonal puis circulaire des coupoles. Ils forment une succession de petites arcades doubles ou triples sur console, en encorbellement les unes par rapport aux autres. L'ensemble évoque des stalactites stylisées, qui pourraient rappeler la grotte, dans laquelle Mahomet trouva refuge lors de l'hégire. Ces formes décoratives sont moulées sur place, puis retravaillées à la main. Les muqarnas ne servirent cependant pas, uniquement, à masquer les trompes des coupoles. Ils furent aussi utilisés comme des éléments purement décoratifs. Ainsi, on en trouve sous les arcades qui séparent les salles du palais,
afin de créer des alcôves de part et d'autre d'un espace central. Parfois, comme au niveau de la colonnade de la cour des Lions, la présence de muqarnas fait que les arcades semblent être en dentelle. Les muqarnas sont aussi utilisés sur certains chapiteaux de colonnes, et sur les corbeaux portant les arcs outrepassés. Ils forment aussi cet extraordinaire décor que je tiens à nouveau à évoquer, du plafond de la salle centrale des Avancerages, avec une coupole en étoile, et sur le plafond de la salle des rois. Enfin, parmi la plus étonnante des réalisations des Nasrides, il convient de mentionner le plafond de la salle des ambassadeurs. Il est fabriqué au moyen d'une marqueterie de bois, dans laquelle sont incrustés de petits miroirs. Le motif de base comporte des formes ressemblant à des étoiles, entourées de rayons de lumière, géométriquement disposés, et formant un semblant de ciel étoilé. Il s'agit d'une représentation symbolique des 7 cieux décrits par le Coran, la partie centrale octogonale étant considérée comme le paradis d'Allah. Lorsque la salle était éclairée par des bougies, la lumière devait donner une impression fantasmagorique à ce plafond. L'Alhambra est un témoignage assez extraordinaire de la culture musulmane d'Al-Andalou, non seulement dans l'art, mais aussi dans tous les domaines du savoir et de l'érudition. Cette maturité culturelle survécut dans l'art des royaumes chrétiens, donnant naissance à un style dérivé, appelé mudéjar, bien visible dans le palais que se fit construire Pierre le Cruel à Séville, qui sera le sujet de ma prochaine vidéo.